Une première balle me traverse le torse et je me retrouve complètement au sol, souffle coupé. Il pointe son arme une seconde fois au niveau de ma tête pour m'achever. La sensation qui est la mienne, c'est celle d'un homme qui est en train de mourir. Je m'appelle Henrik Vanier, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat par arme à feu de la part d'un avocat que je connaissais. Je prends mes fonctions le 1er janvier 2008 pour 2 années d'exercice de la fonction de bâtonnier à l'Ordre des avocats de Melun. Ce confrère, Joseph Sipiliti, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Cette liquidation judiciaire doit mener à un positionnement de l'Ordre des avocats de Melun, savoir si oui ou non on permet à cet avocat de continuer à exercer la profession ou si, dans le cadre d'une sanction disciplinaire, on le lui interdit. Je décide en mon âme et conscience de laisser une deuxième chance à ce confrère et de me dire que cette deuxième chance lui permettra certainement de revenir à une meilleure situation financière et à une meilleure situation professionnelle. Je l'invite à prendre rendez-vous avec le secrétariat du bâtonnier, on se rencontre, je lui propose des solutions, c'est-à-dire que je sais que ça fait plusieurs années qu'il ne peut pas produire sa comptabilité, je lui demande s'il veut que l'Ordre des avocats puisse mettre la main à la poche pour lui trouver un expert comptable qui lui permette de rétablir sa situation. Et puis finalement, rapidement, il me dit non, je suis en train de faire des choses pour pouvoir vous les produire, ne vous inquiétez pas. Et on en vient à se donner un calendrier de démarches qu'il doit réaliser pour se remettre un petit peu dans les clous. Ça se termine avec un échange cordial. On évoque nos origines italiennes communes. Je vois bien qu'il est assez ému de la situation, ça se ressent, et puis il y a une poignée de mains fermes. Dès le lendemain, je reçois un courrier de sa part qui est très surprenant parce qu'il prétexte une tentative d'extorsion de fonds. Donc là, je me dis, je comprends pas. Et c'est le début d'un enclenchement de courriers de plus en plus injurieux, incisifs. Il considère que je suis à l'origine de tous les déboires qu'il a avec les organismes sociaux, que je le diffame dans le palais de justice de Melun, que je ne dis du mal que de lui et uniquement de lui à chaque conseil de l'ordre. Il y a des insultes, des injures, des menaces. Et le dernier courrier que je reçois se termine par une phrase qui m'a tout de même marqué. C'est que lorsqu'il n'aura plus le sou en poche, il procédera par une autre forme de règlement à mon égard. Le règlement à mon égard, j'ai bien compris à un moment donné que c'était autre chose. Le 29 octobre 2015 précisément, la secrétaire de bâtonnier me dit que ce confrère a appelé la veille pour pouvoir me rencontrer. Je lui dis voilà, bonjour Joseph, je suis à ta disposition, on peut y aller. Il me dit non, j'ai besoin de quelques minutes, je vais aller aux toilettes. Je lui dis il n'y a pas de problème, tu prends le temps nécessaire. Puis à un moment donné, je le vois sortir des toilettes. C'est un long couloir qui dessert plusieurs pièces, notamment le bureau du bâtonnier. Je le précède, je rentre dans ce bureau, je fais le tour du bureau. Et au moment où je suis face à lui, mon téléphone bip, je regarde, il n'y a rien d'urgent, je le pose, je relève les yeux et j'ai une arme qui est pointée à 30 cm de mon cœur. Immédiatement, lui me dit « tu ne bouges pas » et moi je bouge tout de suite en essayant de taper sur l'arme avec ce que j'ai sous la main. Taper sur cette arme permet de la détourner et me laisse un laps de temps que je pensais suffisant et nécessaire pour avoir un corps à corps et essayer de le désarmer. Et finalement non, il tire tout de suite. Et une première balle me traverse le torse et je me retrouve complètement au sol, souffle coupé, désorienté et la sensation qui est la mienne, c'est celle d'un homme qui est en train de mourir. Immédiatement, il fait le tour de ce bureau et il pointe son arme une seconde fois au niveau de ma tête pour m'achever. Et moi, j'ai juste un réflexe de lever mon bras gauche qui fait donc obstacle entre l'arme et ma tête. Et cette balle traverse mon bras et après coup traverse aussi ma gorge de part en part. Je lui demande si je ne peux pas appeler un membre de ma famille, en l'occurrence ma mère, et finalement il réagit très mal. Et il tire une troisième fois et j'ai une balle qui ricoche et qui traverse mon épaule et qui ressort de mon torse. J'ai quand même un laps de temps où je peux reprendre un petit peu conscience, ou en tout cas un peu plus de respiration, parce que là, il s'affaire à autre chose. C'est-à-dire qu'il a un sac, je vois qu'il sort des éléments de ce sac. Donc il y a une enveloppe, une boîte où il y a des médicaments, un flash de rhum, une bouteille d'eau. Il est plutôt en train de s'affairer avec ça. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'il prend le temps d'un médicament, et puis j'échange avec lui. C'est-à-dire que moi, je me dis, voilà, de toute façon, je me rends compte que mes deux bras ne fonctionnent plus, que de la position allongée, j'ai pu m'asseoir et me poser contre un mur avec l'épaule droite, mais que je ne suis pas en mesure de faire quoi que ce soit pour tenter de le désarmer.
J'essaie de réenclencher un discours sur mes enfants. Et quand je parle de mes enfants, je donne bien précisément le fait qu'ils sont 2 garçons, avec leur âge précis de l'époque, et en citant leurs prénoms, Jules et Théo. Et je pense que c'est quelque chose qui a dû le toucher. Il n'est plus en train de s'approcher de ma tête avec cette arme, et il est en train de s'affairer à quelque chose qui le concerne. Donc là, je reprends espoir. Il se positionne pour que lui soit dans un champ de vision qui est le mien, et je le vois prendre l'arme, la mettre dans la bouche. Je ferme les yeux, j'entends une détonation. Je me réveille le lendemain en soins intensifs, en réanimation, et en faisant quelques gestes de réflexe, je me rends compte que je suis bel et bien vivant. Et dès que je suis entouré par mes parents, ma compagne, mes frères au fur et à mesure, là je craque. Je craque parce que je pense que je m'autorise à vivre la réalité de ce qui m'est arrivé la veille. J'ai peur. J'ai pas de honte à dire que j'ai énormément peur ce jour-là. Je pensais que quelqu'un, au nom de je ne sais qui ou de je ne sais quoi, viendrait finir ce qui n'avait pas été terminé par l'auteur de cette tentative d'assassinat. J'ai des points de suture nombreux, entre 100 et 130 points de suture. Et tout ça est impressionnant parce que mon corps est noir de sang, puisque j'ai une hémorragie interne qui a été relativement longue. Je souffre, je suis diminué, je suis paralysé du bras droit pendant 5 mois avant d'être opéré. Donc j'ai besoin d'être aidé au quotidien par ma compagne. J'ai mes enfants qui sont petits, qui ont besoin d'un père qui n'est pas à 100% présent pour eux. Il faudra du temps. Et il en a fallu parce qu'il a fallu 4 années pour que je puisse revenir à quelque chose d'à peu près normal. Moi, je pense que je n'ai pas à pardonner quelqu'un qui n'est plus là. Moi, je me suis donné les moyens de me reconstruire. Cette personne a fait ce qu'elle a fait. Moi, je prends ça comme un accident de la vie maintenant. J'avance. Ça fait longtemps que j'essaye d'avancer. Je ne vais plus me poser la question de savoir si je lui en ai voulu, si je vais encore lui en vouloir. Tout ça, c'est derrière moi. Je n'ai pas pardonné. Il n'est plus là. Un mort de trop ce jour-là. Il devait y en avoir 2, il y en a eu un de trop. Moi, j'avance.